Bonsoir à tous, on va reprendre Autobiographie d'un Peter Pan de Pascal Gemma. Retour sur Jean Charlien, qui m'avait aussi confié de nombreuses photos. J'ai mis en boîte ses souvenirs dans une quinzaine de cassettes audio. Certains méritent d'être publiés, comme notamment sa rencontre avec Alain Delon lors de la préparation du film Trois hommes à abattre de Jacques Deray. Tout cela se passait à Paris. Delon arrivait dans les bureaux de la production et passait devant Jean Charlien, qui y attendait assis dans le couloir. Jean a salué Alain Delon, qui n'a pas répondu. Un moment plus tard, Delon est ressorti du bureau pour repasser tout sourire et gentil devant notre Romanet. Bonjour, monsieur, bonjour, monsieur. Charlian, surpris, a répondu au salut de la vedette, puis il est frappé à la porte du bureau. Excusez-moi, mais tout à l'heure, j'attendais mon rendez-vous et j'ai vu Alain Delon passer devant moi, qui ne m'a pas salué. Un moment plus tard, en sortant d'ici, il est venu droit sur moi pour me saluer. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la production de répondre Alain Delon s'est renseigné à votre sujet et nous lui avons dit que vous alliez jouer le tueur dans le film. Jean m'a confié tellement de petites histoires, y compris celles liées aux aventures amoureuses, de ne pas dire de sexe, souvent répandues dans le milieu du cinéma. Une autre anecdote racontée par Jeannot, un jour, lors d'un tournage parisien, Charlian en est venu à se battre avec un type qui ne respectait pas du tout le périmètre de sécurité d'un tournage cerclé de ventouses. Jean lui avait asséné un coup de tête sanglant et s'était fait remarquer par le chanteur Jacques Dutronc, attablé dans un café avec des amis. Ce dernier n'avait pas hésité à proposer à Jean de devenir son garde du corps. Pragmatique et poli, le Romanet avait refusé, préférant garder son entreprise de ventouse et ses petits rôles au cinéma, comme un bout d'os à ronger, selon son expression. En fait, il m'a confié qu'il savait pertinemment qu'il allait servir de garde du corps matin et soir pour surveiller le chanteur de Il est 5 heures, Paris s'éveille. Ce n'était pas sa tasse de thé d'assurer cet emploi-là. Retour à mes activités. Je menais de front mon double emploi, correspondant de presse et auteur d'ouvrages, sauf que je n'avais pas un second projet clairement déterminé en 2002. Il y avait plusieurs pistes, mais j'attendais de donner satisfaction à mon éditeur avec ce premier livre dédié au grand comique Fernandel. 2002 fut une autre sale année avec le départ de mes parents âgés de 82 ans, qui m'ont quitté respectivement en avril et juin 2002. Mon père, malade cardiaque, ne s'est pas relevé d'une énième alerte. Un terrible coup dur aussi pour ma maman, qui n'a plus souhaité continuer de vivre sans son Riri. Elle s'est laissée mourir à l'hôpital quelques semaines plus tard. J'espère surtout que je les ai rassurés, mes anciens, car ils ont eu le temps de me voir écrire mes premiers articles et publier mon premier livre, eux qui se faisaient parfois du mauvais sang à mon sujet. Je suis content qu'ils n'aient pas vu la vente de ma maison romanaise effectuée durant l'été 2003. Terrible année 2003. En mai, j'ai eu la chance de partir en délégation municipale romanaise avec le maire Henri Berthollet pour un périple en Tunisie qui m'a fait énormément plaisir. Sur place, je n'ai pas pu me rendre dans le pays de mon père, mais j'ai découvert une contrée chaude et accueillante. La chaleur, parlons-en. Au retour de notre voyage, j'ai immédiatement constaté qu'il faisait aussi chaud à Lyon qu'à Tunis. C'était parti pour 3 mois de canicule épouvantable que j'ai passé tant bien que mal dans la petite baraque de l'impasse Blain de mon ami Hubert Revol. Mais je ne pouvais pas restaurer cette bicoque et je l'ai cédée à bon prix à un couple de personnes mal intentionnées, dont je n'ai pas voulu parler dans ce livre, car je risquais de devenir odieux, voire grossier. J'avais tenté de faire le maximum pour garder cette maison, mais mes efforts n'étaient pas à la hauteur pour pouvoir préserver ce bien immobilier. Mes revenus ne le permettaient pas. Au printemps 2003, j'ai reçu mes droits d'auteur, un peu plus de 2 000 euros. Pas de quoi triompher et encore moins de voir ma maison restaurée. Triste, j'ai dû la quitter à la fin de l'été 2004. Un malheur n'allant pas sans un autre, la mort de mon chat Max, dont j'ai déjà évoqué la présence dans ma vie, devait me faire plonger un peu plus dans l'angoisse et la tristesse. Durant quelques mois, j'ai effectué une transition, séjournant quelques mois chez mon demi-frère, Christian, et ma belle-sœur, Evelyne. Je me suis retrouvée en pleine campagne avec une partie de mes affaires personnelles. Avant la fin de l'année 2004, j'ai décroché une location dans un petit appartement qui était le sous-sol d'une grande villa sur les quais de Bourg-de-Péage. La famille Chanov m'a loué un petit espace agréable avec une grande terrasse couverte. J'ai repris mes repères et entre-temps, j'ai mis en chantier 2 sujets que j'allais auto-éditer. Max Linder du rire au drame et l'hystérie anti-tabac en France ou la vie d'un fumeur modéré. L'humour et la bonne humeur m'ont aussi sauvé du pire. Le journal L'Impartial m'a permis d'écrire un joli poisson d'avril en 2004. Pascal Gemma,
part à Bagdad. J'annonçai mon départ pour la capitale irakienne, alors en pleine ébullition après l'invasion américaine. Mon style littéraire faisait mouche. Pascal Dima par la tête haute, chapelet neuroleptique en poche, sans oublier ses 2 appareils photo avec un stock de pellicules résistantes à la chaleur, ainsi qu'un gilet pare-balles baptisé peau de mouton, ayant déjà fait ses preuves lors de reportages dans le cadre de l'ouverture de la chasse de Saint-Donat-sur-l'Herbasse. Le journaliste dromois prendra l'avion pour la Jordanie. Après, si notre ami est encore en état, il prendra la route vers Bagdad dans un bus qui devra éviter les hélicoptères Apache, les chasseurs F-15 et F-16, sans oublier les chemins chaotiques qui vont jusqu'à la capitale irakienne. Pascal a appris l'arabe littéraire et sait imiter Saddam Hussein au cas où, mais il peut imiter aussi John Wayne et l'accent texan en parfait anglo-américain dans le cas contraire où... Sorti en mai 2004, Max Linder du Rire au drame, auto-édité, a été tiré à moins de 400 exemplaires. Il ne s'agissait pas d'une biographie, mais d'un roman cinématographique relatant les derniers mois de la vie de ce grand comique, marqué par la tragédie d'un double suicide. Je me répète, dans la nuit du 30 au 31 octobre 1925, Max Linder et sa jeune femme ont mis fin à leur jour dans une suite au Palace Baltimore à Paris. Une fin emplie d'un parfum de mystère qui m'a personnellement envoûté au point d'écrire ce livre singulier, illustré par quelques photos provenant de la commune natale de Linder en Gironde. Dans cette œuvre romancée, je me suis efforcée de reconstituer ce qui avait pu se passer dans les derniers mois de la vie de ce couple, au point d'en finir d'une façon aussi tragique. Avant l'autopublication de mon manuscrit, j'ai envoyé le manuscrit à Maud Linder, la fille de l'artiste, alors âgée de 80 ans. Pas de réponse écrite de sa part. Prenant le téléphone, je suis parvenue à la joindre, mais j'ai très vite compris que l'idée de me soutenir dans mon projet lui était totalement étrangère et la conversation téléphonique s'est interrompue après m'avoir raccroché au nez. Maud Linder ne m'a donné aucune caution quelconque. Je me doutais qu'elle veillait jalousement sur la mémoire de son père. On me l'avait signalé. Je me suis donc retrouvée bien seule, sans ce soutien que je jugeais quasiment indispensable. Heureusement, j'ai bénéficié une fois de plus du soutien émanant des journaux, dans le mémorial de l'Isère du 9 juillet 2004. L'auteur a su brosser un portrait attachant, bourré d'anecdotes et de faits avérés, de souvenirs et de faits marquants de la belle époque. Ce roman, Max Linder, du rire au drame, se lit d'une traite. Commentaire excellent. En septembre 2004, je devais présenter mon livre dans le Palace Baltimore à Paris, qui venait de m'acheter une centaine d'exemplaires offerts à leur clientèle. C'est dans cet hôtel de prestige parisien que Max Linder et sa femme ont tiré un trait sur leur vie commune en 1925. Mais la direction de cet établissement semblait se faire tirer l'oreille et je n'avais toujours pas de nouvelles au sujet de ma signature. J'ai écrit au moins une dizaine de lettres de relance, toutes restées sans réponse. Puis un jour, j'ai craqué en écrivant à la directrice. Vous n'avez pas répondu à mes courriers des mois d'octobre-novembre. Vous êtes d'une impolitesse rare. Cette fois-ci, la responsable n'a pas tardé à saisir la balle au rebond, et la présentation du livre fut purement et simplement annulée par voie de courrier. Bien des années après, je me suis souvent posé la question. Est-ce que Maud Linder avait eu écho de cette présentation? Je ne saurais jamais pourquoi ce palace n'a pas tenu sa promesse envers moi. À la fin de l'année 2004, j'ai publié mon second livre en auto-édition, L'hystérie anti-tabac en France ou la vie d'un fumeur modéré. Un livre qu'on peut aujourd'hui qualifier de décapant. 500 exemplaires sont sortis d'une imprimerie valentinoise Frassi et se sont écoulés sur quelques années. Dans ce premier essai, en digne provocateur de service, je me suis élevée contre les partis hygiénistes qui commençaient à se développer dans notre pays. Bonsoir Anna, merci, c'est gentil pour les likes. J'avais accompagné les buralistes en colère l'année précédente dans les rues de Paris. Les premières augmentations sur les paquets de cigarettes montaient de plus belle. En clair, mon propos consistait à affirmer que je n'étais pas contre la prévention, mais je pourfendais les grands défenseurs de la santé publique. Je me suis envoyé des fleurs par la suite en clamant que je faisais partie des précurseurs des écrits politiques, des écrits politiquement corrects. Bonsoir Anaï, merci pour les likes. Des écrits politiquement incorrects dans le domaine du tabac. Selon moi, ce n'était pas seulement le tabac qui était dans les lignes de mire des pouvoirs publics, mais également l'alcool, les produits gras et sucrés. Je sentais venir en 2003 les vagues d'augmentation du tabac, mais ainsi le trafic inhérent de cette politique qui est devenue de plus en plus agressive avec le temps. Je précisais ma pensée dans le journal L'Impartial du 18 novembre 2004.
Oui, la prévention est au comportement raisonnable, non à l'affolement généralisé qui caractérise notre société moderne au nom de la santé publique. Il faut dire que je fumais encore un peu au début des années 2000. Chapitre troisième. Des rencontres et des émotions. Au sein du journal Peuple Libre, j'ai travaillé d'abord sous la responsabilité de Béatrice Aubenas, puis sous celle de Cyril Léandre. Arrivé à la rédaction en 2003. De vrais professionnels qui m'ont tant appris et apporté. Ces gens-là ont fait partie de ces belles rencontres qui m'ont réellement marqué. Grâce à eux, je suis devenu petit à petit un solide et important correspondant à qui on faisait de plus en plus confiance pour proposer des sujets écrits sur Romans-sur-Isère, Péage et ses environs. En plus, j'avais la santé, j'étais fière de bouger, de réfléchir, même si ce n'était pas la grande fortune qui tombait à la fin du mois. Au début des années 2000, le journal m'a confié un sujet important. Faire le portrait du dernier ancien combattant de la Drôme de la Grande Guerre 14-18. André Prat, 1898-2003, et vivant dans le centre-ville de Valence, et ce fut une belle rencontre émouvante et touchante. Entouré par les membres de sa famille, cet ancien poilu m'a laissé un témoignage unique que j'ai enregistré sur cassette. Je suis revenue vers les éditions Autre-temps en 2006 en leur proposant un deuxième personnage de renom, Thierry Le Luron. Rendre hommage au prince de l'imitation, c'était mon rêve. Je jugeais que c'était plus sérieux maintenant d'écrire sur les imitateurs plutôt que de reproduire des voix sur la scène, en quête de succès. Gérard Blua a été tout de suite intéressé et m'a laissé carte blanche pour proposer le manuscrit terminé au mois d'octobre 2006. Cela tombait justement dans le cadre du 20e anniversaire de la disparition de l'artiste, survenu le 13 novembre 1986. J'ai expliqué à Gérard qu'il fallait absolument faire une biographie un peu originale en réunissant les témoignages des proches et amis de Thierry. Des récits que j'ai incrustés dans le déroulant de la carrière du défunt. Les photos du livre ont été fournies par Alain Marouani et Fabien Lecoeuvre. Pour faire le tout, Jacques Collard, 1931-2023, le grand homme de la vie parisienne, a accepté de participer à la réalisation de ce livre. Je suis partie à Paris pour le rencontrer, ce qui m'a permis de découvrir un univers totalement différent du mien. Dans le restaurant, le Berkeley, de l'avenue Matignon, Jacques m'a accueilli gentiment et donné tout de suite sa confiance, non sans me surprendre. Je ne connais pas du tout Romans-sur-Isère. Ce Jacques Collard, proche de Jean-Claude Brialy et de Jean Marais, amoureux des arts, connaissait bien aussi les avenues new-yorkaises et certains coins de la Californie que ma belle capitale de la chaussure. La fin de l'année 2006 est marquée pour moi pour une série d'allers-retours en TGV Valence-Paris. Ma rencontre avec l'imitateur Bertrand Rousseau m'a fait commettre des folies. Je ne me laissais pas d'écouter des nuits entières ce superbe Bertrand et une solide amitié se nouait pour toujours. Grâce à lui, j'ai flâné sur les quais de la Seine, bu des verres de whisky coca dans la boîte Homo du Marais, déjeuné dans des restaurants parisiens bien fréquentés, croisé un soir Jean-Claude Brialy à la sortie d'une brasserie, quelque temps avant sa disparition. Avec Bertrand, nous allions souvent dîner au Berkeley près des Champs-Élysées où sévissait Jacques Collard. Un soir, Alain Delon buvait un verre à une table en compagnie d'un homme que je ne connaissais pas. Alors que j'étais tentée d'approcher la star, Jacques m'a averti immédiatement. Non, laisse-le tranquille, ne va pas le déranger. C'est vrai que j'avais aussi croisé Michou, Amanda Lear, Jean-Jacques Debout, etc. Mais à Paris, j'ai vite appris qu'il ne fallait pas se comporter comme dans la cambrousse provinciale. On ne vient pas demander des dédicaces ou des photos à des personnalités à tout bout de champ, même si certains ne se gênent pas. J'ai donc respecté la règle du jeu. Je préférais passer mes nuits parisiennes à écouter Bertrand qui me racontait ses folles nuits chez Eddie Barclay, ses amours, ses passions. Sa personnalité était singulière et je me suis imposé un constat. Les gens du spectacle qui ont connu une certaine notoriété ne sont pas comme Madame et Monsieur tout le monde. Il y avait la façon de s'exprimer, de parler, de se conduire en société. Bertrand, même retiré du monde du spectacle en 2006, entretenait d'une façon innée une gestuelle, des comportements, des attitudes hors du commun qui ne passaient pas inaperçus. Dans son appartement, ce garçon avait même la classe en train de pisser la porte des toilettes grande ouverte. Il dégageait quelque chose que le commun des mortels ne possédait pas. Bertrand, débarqué de sa province jeune coiffeur au début des années 80 à Paris, a été formaté dans un monde à part. Celui du spectacle composé d'artistes de gens de la nuit, d'excentriques, de poètes, d'acteurs, de femmes et d'hommes totalement originaux, dont les conversations ne versaient jamais dans la banalité. D'ailleurs, Bertrand avait du mal à retourner en province, même s'il aimait rencontrer les gens. Il me répétait souvent
Je ne peux pas vivre en dehors de Paris. Ce n'est pas possible. Cet hiver 2006-2007 s'est conclu pour moi par une belle image télévisée. Michel Drucker en train de brandir et de présenter mon livre dédié à Thierry Le Luron lors de son émission Vivement dimanche prochain sur France 2. Merci encore à lui. Les réactions n'ont pas tardé à tomber dans mon pays. Plusieurs personnes m'ont appelé pour me féliciter. J'étais le héros du jour. En 2007, j'ai commencé l'écriture d'une nouvelle biographie, dédiée cette fois-ci à Louis de Funès. Je poursuivais mes hommages aux grands du cinéma. Je devais prendre mon rythme de croisière en soumettant un personnage par an aux éditions Autre Temps, avec Gérard Bluat. Nous nous entendions bien. Nous conversions uniquement par téléphone. Depuis la sortie de Mon Fernandel, nous nous sommes retrouvés parfois dans le cadre de salons du livre organisés dans le sud de la France. Gérard m'a placé plusieurs fois dans les salons, je ne pouvais pas lui rendre hommage dans ce livre. Grâce à lui, j'ai pu laisser sur le papier des travaux dédiés aux artistes qui me font rire et pleurer durant mes jeunes années. En 2005, Autre Temps augmente Mon Fernandel en lui changeant sa couverture noir et blanc par un beau portrait en couleur et en ajoutant une trentaine de photos supplémentaires puisées dans l'immense collection de la famille Cotandin. C'est le seul de mes livres édités qui a frôlé les 10 000 exemplaires à la vente dans tout le pays. Mais lors des signatures organisées par ma maison d'édition, j'ai engrangé des frustrations en série. Lors du salon de la biographie à Nîmes en janvier 2005, je me suis déplacée pour dédicacer 2 ouvrages. Seule consolation, j'ai rencontré Régine et Mylène de Mongeau et conversé longuement lors d'un déjeuner avec Claude Lemel, auteur d'une biographie sur Jodassin vendue à plus de 20 000 exemplaires. Fin 2006, autre catastrophe en direct de la FNAC d'Avignon où ma venue proposée par mon éditeur avait été savamment organisée sur place. Quand je suis arrivée, il y avait des affichettes publicitaires installées de partout dans le magasin, avec mon nom qui ne disait absolument rien au grand public entourant les piles de mémoires de Thierry Le Luron. Je suis restée plantée, assise sur ma chaise avec ma table à attendre toute la journée qu'une personne s'intéresse un peu à moi. Pas une seule vente. Je n'ai même pas attendu la fin de la journée pour aller reprendre le TGV avec un rhume en prime. Je dois avouer que c'était dur de vivre ce type de situation qui me rendait totalement impuissant. La foule déferlait devant moi sans faire attention. Je ne pouvais même pas argumenter. J'ai très vite compris que seules les grandes plumes qui vivaient dans leur littérature étaient celles qui étaient conviées matin, midi et soir sur les plateaux de télévision ou les antennes radiophoniques. Avec un résultat pas toujours garanti, de grands auteurs ont connu bien souvent des ventes de livres absolument dérisoires. Mais je participais toujours à ces salons du livre, car mes frais étaient payés et les rencontres étaient enrichissantes. Un week-end, j'étais invitée d'un salon dans les Alpes-Maritimes à Roquebrune-Cap-Martin. Une fois de plus, je n'avais pas vendu grand-chose, mais le premier soir, nous avons tous dîné dans un restaurant chic qui dominait les hauteurs de Monaco. Entre deux plats, j'ai vécu une scène digne d'un film grâce à l'acteur Richard Boranger. Nous étions dehors, tous les deux, en train de faire une pause cigarette, chacun de notre côté. Richard avait sa fille Romane au téléphone. Il a raccroché, et naturellement, je me suis rapprochée de lui. Nous avons échangé quelques banalités tout en regardant la ville illuminée de Monaco qui scintillait au-dessous de nos pieds. J'ai ressenti pendant quelques minutes qu'une émotion réciproque passait entre lui et moi. J'ai pu lui dire sans trop insister que certains auteurs n'étaient pas à la fête et qu'il fallait se battre comme un chiffonnier afin de survivre. Hop, 2 secondes. J'arrive. Richard m'a demandé: Tu fais des biographies ici? Il m'a donné son numéro, me laissant un vague espoir d'un projet biographique à deux. J'ai gardé les précieux numéros sans me faire des illusions. Quelques jours plus tard, j'ai pris mon téléphone pour lui rappeler mon bon souvenir. Comme je le prévoyais, Richard m'a répondu poliment avant de prétexter l'urgence de ses occupations et de raccrocher. Les mois défilaient, mais j'avais toujours la hargne d'écrire encore et encore. J'ai commencé un travail sur Louis de Funès courant 2007 qui n'a pas été livré tout de suite, mais l'année suivante. Quelques années auparavant, j'avais fait la connaissance lors d'une foire du Dauphiné de Damien Nougared, un jeune garçon originaire de Lunel dans l'Hérault. Doué pour l'informatique, webmaster de Geneviève de Fontenay, la patronne des Miss, le gamin était âgé de 16 ans et débordé de projets artistiques auxquels je n'apportais aucun crédit.
J'avais déjà connu beaucoup de mythomanes. Et lui, il me clamait avec son charmant accent sa volonté de devenir agent de star. Il était curieux de tout, sans cesse calé sur son ordinateur en train de se faire remarquer pour exister. Quelques années plus tard, j'ai dû reconnaître que ce Damien n'était pas un tocard et qu'il commençait à travailler dans la fonction dont il rêvait tout môme. Il avait 19 ans quand il a réussi à me faire inviter en mai 2008 comme auteur dans le salon de la Comédie du Livre à Montpellier. Je me suis retrouvée surpris et coincé entre Éric Zemmour et François de Closet, qui signaient à tour de bras leur dernier titre. Sorti tandis que j'encaissais une fois de plus la vente de 2 ouvrages. Ce jour-là, il y avait aussi Joseph Joffo, PM, Hervé Villard, Bruno Puzzulu, Monseigneur Di Falco, qui avait bien voulu me préfacer mon livre consacré de De Funès. Malgré de mauvaises ventes, je me suis toujours sentie privilégiée, et puis les soirs me faisaient vivre, le grand jour allait arriver. J'ai toujours relativisé mes échecs, mes frustrations, et je suis devenue fataliste avec le temps qui passait. Heureusement que j'étais comme ça, sinon je ne serais plus de ce monde aujourd'hui. Quant à Damien Nougared, il est parvenu à devenir un producteur à succès, agent de star voyageant dans le monde entier, ne comptant plus les nombres d'avions et de véhicules dans lesquels il est monté. En décembre 2008, mon respectable et ami Cyril Léambre, journaliste, me consacrait une rubrique d'une demi-page intitulée Questions à Pascal Gemma. Comme à son habitude, Cyril assénait les bonnes questions. Avec tous ces ouvrages qui vous classent désormais comme un spécialiste des comiques du cinéma français, n'est-il pas un peu difficile d'être original sur ces personnages? Pascal Gemma. Tout le défi est là. Quand on se lance dans l'écriture, il faut se battre, croire en son projet, frapper, pardon, frapper aux portes et convaincre. Grâce à Franck Fernandel, j'ai été présenté à Gérard Buat, directeur des éditions Autre Temps à Marseille. J'ai commencé comme porte-voix. Franck m'a raconté des anecdotes sur son père, j'enregistrais sur cassette et écrivais. À la fin, l'ouvrage s'est avéré intimiste, qu'on a vendu à plus de 10 000 exemplaires. Le pli était pris. Pour le Luron, j'ai écrit un véritable recueil de 80 témoignages de stars connues telles Charles Aznavour, Rika Zarey, Chantal Goya, Pascal Sévran ou encore Brigitte Bardot. Louis de Funès, c'est plus une étude qui traite de l'impact de cet homme auprès des jeunes générations, toutes couches sociales confondues. Recueillir toutes ces anecdotes, ces récits, ces témoignages concernant ces grands artistes, mais quel bonheur! Le travail sur le Luron m'a permis de vivre de belles émotions. Je relisais les courriers de Brigitte Bardot et de Charles Aznavour avec des phrases concises mais percutantes. L'interview de Bernard Mabille, réalisée dans les loges d'un théâtre valentinois, qui m'a ravie au plus haut point. Plus rares mais précieuses étaient les confidences complètes d'un Pierre Bachelet et de Dick Rivers, encore épatés par le talent de leurs défunts copains, mais aussi la forme physique exceptionnelle de l'imitateur. Pour Louis de Funès, j'ai voulu à tout prix verser dans l'originalité, ce qui m'a rapporté tout de même les compliments écrits de Jean-Marc Loubier, l'un des biographes du comique décédé en 1983. Mon propos était le suivant. Louis de Funès, en 2008, était quasiment le seul acteur d'une époque révolue, dite souvent en noir et blanc, qui a traversé les modes et continué de plaire à un jeune public français de plus en plus divers. Ce qui était vrai. Selon moi, ce privilège posthume était dû à un jeu d'acteur unique, électrique, basé sur la colère, la mauvaise humeur, l'agressivité, etc. D'où le fait qu'il est encore complètement d'actualité quasiment 30 ans après sa mort. Mais l'eau sous le pont a coulé depuis 2008 et une seule crainte m'habite dorénavant. Le wokisme, qui risque de détruire tout notre patrimoine historique et culturel. Pourquoi les stars du cinéma seraient épargnées? L'offensive wokiste demeure d'une puissance extrême qui prend une importance incroyable dans notre société. Aux États-Unis, les wokistes ont demandé de débaptiser l'aéroport John Wayne en Californie. La justification? Le Dr Wayne était misogyne, raciste, homophobe, etc. Dans la foulée, les westerns commençaient à connaître une mauvaise presse à cause de ces groupes extrémistes jamais rassasiés. En France, Louis de Funès bénéficie encore d'une popularité intacte malgré le temps qui passe. Et son nom n'a toujours pas été sali. Mais tout est possible. En 2009, j'ai dépassé la quarantaine et j'ai cherché un nouveau souffle professionnel parce que je voulais absolument sortir d'une monotonie qui me permettait de survivre, mais pas de me dépasser et de vivre convenablement.
J'ai pensé publier en auto-édition un ouvrage détenant un sujet jamais traité dans ma région. Il fallait frapper un grand coup pour pouvoir espérer bénéficier d'un succès exceptionnel, me permettant de rebondir dans le sens le plus noble du terme. J'ai fait un premier bilan en 2009. 10 ans de présence, comme correspondant de presse au service des 3 hebdomadaires, 6 livres publiés, dont 4 en sortie nationale sous la responsabilité des éditions Autre Temps. À la fin de l'année 2009, Gérard Buat a accepté mon nouveau travail concernant André Bourvil, 1917-1970, que je me suis empressée de présenter également à Dominique Rimbourg, le fils aîné du communique disparu. À l'époque, Dominique était député de la Loire-Atlantique sous l'étiquette socialiste. Les compliments qui m'ont été adressés par cet élu de la nation pour mon labeur a été sans doute les meilleurs remerciements de ma carrière de biographe. Pour la petite histoire, Dominique Rimbourg a acheté une vingtaine d'exemplaires de mon livre dénommé Bourvil, qu'un rire rimait avec tendresse. Cette année-là, en parallèle, j'ai donc écrit un roman historique. Je dois avouer que je n'étais pas un grand lecteur d'ouvrages classiques et de littérature française, mais j'avais déjà lu pas mal de choses sur la période de la Seconde Guerre mondiale. Ayant eu vent de l'existence d'un journal de garnison d'un soldat allemand écrit lors de ce conflit à Romans-sur-Isère, j'ai pensé à en écrire un, à ma manière. J'ai mis sur le papier un vrai journal intime sur les années 43-44. Les Allemands sont arrivés à la fin octobre 43 dans cette ville. Je n'ai pas traité volontairement les combats de la libération, ou ceux du Vercors, car il existait déjà des ouvrages de référence. Je voulais surtout éviter d'être l'objet de critiques, voire de quolibets des anciens de la Résistance, ou des historiens pointilleux sur les dates et les événements. J'ai commencé mon travail en recueillant le maximum d'informations et en puisant une inspiration dans les vieux documents stockés dans les archives départementales à Valence et communales de Romans, où j'ai pu consulter tous les journaux du titre Le Petit Dauphinois, publié d'octobre 1943 à avril 1944. Ce journal de garnison était romancé, mais renforcé d'anecdotes vraies tirées de la presse et des témoignages survivants. Pour illustrer ce livre, j'ai eu l'immense chance d'inclure une quinzaine de superbes dessins réalisés par mon ami Gilles Rimbert, qui a déjà exposé plusieurs fois des croquis exceptionnels rendant hommage aux artistes du cinéma et du théâtre. Les dessins retenus pour mon livre représentaient des soldats allemands dans les rues de Romans. La présentation de l'ouvrage Romans-sur-Isère, octobre 1943, avril 1944, journal de garnison d'un soldat allemand, s'est déroulée le 24 septembre 2009 en direct de la médiathèque romanaise. Simone de Beauvoir. Plus d'une centaine de personnes ont fait le déplacement pour m'écouter et me soutenir en achetant d'emblée une bonne cinquantaine d'exemplaires, et j'ai dédicacé à mes premiers lecteurs. Le parcours de ce jeune Fritz Heinz, originaire de Prusse orientale, convalescent dans la cité de Jacquemart après avoir été blessé sur le front de l'Est, a fait parler. J'ai vendu tout seul pas moins de 400 livres en 4 mois, une soixantaine a été vendue lors de la foire du Dauphiné 2009. Modestement, j'ai fait mouche avec ce thème-là. Beaucoup de lecteurs ont apprécié mon égarement littéraire qui changeait de mes habitudes biographiques dédiées aux artistes. On a beau dire qu'écrire pour le plaisir c'est bien, mais écrire en intéressant des lecteurs, c'est encore mieux. Je savais aussi qu'il n'y avait pas de recette pour écrire un best-seller. Au fil des mois, j'ai eu le bonheur de toucher un public rare, celui des gens qui ne sont pas des lecteurs avertis. Je me souviens de ce monsieur demeurant dans la commune de Perrin qui m'a acheté un jour ce journal d'un soldat allemand. Il n'était pas tellement emballé, mais il me faisait plaisir. Quelque temps plus tard, je l'ai recroisé et il m'a lancé. Écoute, d'habitude, je ne suis pas porté sur les livres. Mais cette fois-ci, c'est passé tout seul et le tien se lit très bien. C'est simple et alerte. Même ma femme n'en revenait pas de me voir lire. Le soir. Je crois que c'était le plus beau des compliments de ma carrière de romancier. Un peu plus tard, courant 2010, le comédien et metteur en scène de théâtre Jean-Pierre Alliot m'a proposé de faire des lectures devant le public extrait de ce livre intéressant. J'ai accepté avec plaisir et assisté à la première représentation. J'ai ressenti la plus vive émotion en écoutant Alliot déclamer mon texte devant un public réuni dans la Maison des Arts de Barbière, une petite commune rurale située en bas au pied des montagnes du Vercors. Être lu devant des spectateurs, ce fut un spectacle unique et émouvant. Après ce succès local, je me suis sentie un peu poussée des ailes et j'ai décidé de donner une suite à ce premier tome. Le retour du soldat allemand, dont l'action était prévue en 1956,
12 ans plus tard, Fritz, miraculé du front russe, prisonnier dans les redoutables camps soviétiques, revenait à Romans pour retrouver son amour et décrire et découvrir son fils. J'en reparlerai plus loin. En octobre 2010, je suis invitée en tant qu'auteur de biographie d'acteurs dans le cadre des rencontres internationales du cinéma de Beaurepaire en Isère. Grâce aux éditions Autre Temps, qui entretenaient un deal avec le regretté libraire Alain Lez, installé à Haute-Rive, j'ai pu évoquer ma conception du cinéma devant les amoureux du 7e art. À mes côtés, les auteurs Bernard Boyer et Dominique Choulan, employés dans la même maison d'édition, sont venus aussi pour parler de leur passion pour les stars et, plus largement, du cinéma. 2010 a été pour moi une nouvelle sale année sur le plan de la santé, car j'étais bien malade sans le savoir. Il y avait pourtant l'activité quotidienne qui me tenait avec les piges pour le journal et l'écriture des livres, mais j'étais minée de l'intérieur. J'étais vraiment devenue obèse, essoufflée, me traînant sur mon scooter. N'observant aucune restriction alimentaire, je buvais des litres d'alcool en toutes circonstances pour me faire bonne mesure. Je fumais de gros cigares en alternance avec des clopes de toutes les marques. Mon organisme allait me jouer un tour, et un de ces jours, je le sentais venir. Un jour, j'ai fini par me rendre chez mon médecin traitant, le célèbre docteur romanais Pierre Pienec, et je suis arrivée dans son cabinet littéralement lessivée, fatiguée, abattue. Pierre m'a aussitôt prescrit une prise de sang et le laboratoire a découvert un diabète de type 2, plus communément dénommé gras. Le traitement médicamenteux m'a remise en selle, mais je ne me sentais pas vraiment tirée d'affaire. La grosse alerte est survenue en avril 2011 quand je me suis levée un bon matin avec un ventre difforme, rempli d'eau. J'étais vraiment crevée et j'ai traîné dans cet état durant 2 mois. Dans cet état, je me suis rendue sur le terrain, notamment à Valence, au mois de mai, couvrir l'inauguration du square Charles Aznavour en présence de l'intéressé, à qui j'ai offert mon bouquin sur le Luron. J'ai tenu le coup, je ne sais comment. C'était très éprouvant. J'ai même tenté le remède de grand-mère sur les conseils d'une de mes tantes. M'entourer le bus de larges feuilles de chou afin de me faire suinter ce qui flottait à l'intérieur de mon bide. De visite en visite à la clinique privée de la Parisière à Bourg-de-Péage, j'ai fini par me faire hospitaliser au CHU de Grenoble. Je suis partie de chez moi dans une ambulance à la fin du mois de juin pour m'effondrer en pleurs quand je suis arrivée dans le service de cardiologie qui s'est bien occupé de moi. Les examens ont livré le diagnostic. Décompensation cardiaque ou incapacité du cœur à fournir un apport sanguin satisfaisant pour répondre aux besoins de l'organisme. Plusieurs litres d'acide sont sortis de ce pauvre cœur torturé pour inonder mon ventre. On m'a donné très vite des diurétiques pour me faire pisser 8 litres de cette merde qui m'handicapait lourdement. On m'a soulagé et soigné le cœur avec des cachets qui ne m'ont pas quitté depuis. Avant de sortir de ce gratte-ciel grenoblois, les médecins m'ont prévenu. Plus d'alcool. Idem pour le tabac. Et dorénavant, il fallait faire attention. On m'a filé un traitement plus approprié contre le diabète. Je suis restée à Grenoble moins de 15 jours ensuite. J'ai été transférée à Valence, où un jeune et sympathique cardiologue a vérifié l'état de mes artères. Il a décidé qu'aucune intervention était nécessaire. Pour l'instant. J'ai conclu ce triste épisode au centre hospitalier de Romans où j'ai passé mes derniers jours en examen avant une sortie qui s'est déroulée début juillet. Débarrassée d'une quinzaine de kilos, j'avais hâte de retrouver le terrain, de reprendre des notes, des photos, d'interroger des gens et d'écrire des articles. Je souhaitais rendre hommage au personnel soignant dont on oublie parfois la grande importance. Ce sont des gens extraordinaires. Je ne dirai jamais assez. Merci de m'avoir sauvée. Mes premières nuits dans mon appartement péageois sont les plus agréables passées cette année-là. J'ai dormi comme un bébé et mon organisme guéri a pris un repos mérité. Au CHU, je l'avoue, le recours à la foi catholique m'a beaucoup aidé. Les rencontres avec les malades étaient tout aussi enrichissantes et nous rappelaient à notre condition de pauvres mortels. La vie, c'est un cadeau, même les emmerdes, c'est un cadeau. Il faut savoir en tirer quelque chose, déclarait la regrettée chanteuse Marie Laforêt. J'ai repris mes activités et amené un exemplaire de Rému, ma nouvelle biographie écrite l'année précédente, à mon amie Muriel, correspondante du Dauphiné libéré. Qu'est-ce que je me suis trouvé beau, affiné sur la photo de presse. Mais les crises d'angoisse n'avaient pas disparu pour autant. Chez moi, cela s'expliquait par la perte du poids brutal. Mon corps s'était modifié brutalement, ce qui a créé un choc. En tous les cas, un seul point positif était bénéfique. Je ne buvais plus une goutte d'alcool.
Quant au tabac, je me suis abstenue de fumer durant quelques mois avant de replonger à cause de mes nouvelles fréquentations. Finalement, l'arrêt définitif du tabac est survenu vers 2015. Enfin, j'en étais débarrassée. J'ai repris mes reportages pour Peuple Libre, galvanisé par cette cure de jouvence. Au hasard de mes pérégrinations, j'ai fait la connaissance d'une équipe de lycéens adorables qui étaient de bons musiciens. Ce groupe qui était répété dans un garage a été flatté de voir des articles de presse mettant en avant leur talent collectif et les annonces de leurs concerts. Enthousiaste et toujours généreux, j'ai invité ces genoux à partager des plats de pâtes cuisinés par mes soins dans mon petit appartement péageois. Des liens ont été ainsi créés à la fin de l'année 2011 et une histoire exceptionnelle a débuté cette année. Une amitié avec des jeunes qui auraient pu être mes propres gamins. Nous sommes devenus des bons potes au fil des semaines et un phénomène s'est déclenché sous une forme d'une avalanche de fréquentation. En effet, d'un groupe de 4 ou 5 ados, je me suis retrouvée avec d'autres jeunes qui venaient s'agglutiner à mes repas fraternels. Cela se passait à la bonne franquette, mais cela m'a redonné une seconde jeunesse. Ce qui me fait dire maintenant que les relations intergénérationnelles m'ont toujours apporté un enrichissement personnel dans le cœur et l'esprit. Comme tout le monde, se fréquenter en mode respect, nous ne pouvions devenir que des amis. Bien sûr, les ados ne vivaient pas le même univers que moi, même ils m'ont apporté plus de tolérance et une grande ouverture d'esprit. Certains soirs, il y avait du tintamarre chez moi, une pièce enfumée, mais cela faisait vivre les lieux. 2012 a été une année folle dans ce domaine de l'amitié intergénérationnelle. J'accueillais des flopées de jeunes gens chez moi, tout en assurant l'écriture de mes articles et manuscrits. Pardon. Mon modeste appartement était devenu le QG de ces dizaines d'ados dont beaucoup me surnommaient Passe. Avec le recul, je me demande aujourd'hui combien j'ai pu tout assumer en ce moment-là. Il y avait des groupes qui venaient principalement des 2 lycées de Romans, le Dauphiné et le Triboulet qui fournissaient les plus gros bataillons. C'était une vision surréaliste de voir tous ces jeunes se succéder autour de ma table pour boire un verre ou manger le repas du jour. Nous échangeons sur l'existence, les questions de leur temps, la culture, leurs envies, leurs désirs. Évidemment, j'étais bien conscient que je n'allais pas créer des amitiés éternelles avec une grande partie de ces étudiants, dont la plupart ne sont pas restés par la suite en contact avec moi. Les études, les voyages, les vies de famille, autant de faits qui ont participé à la distorsion des liens sur le long terme. Mais je ne regrette pas d'avoir connu et vécu cette période qui a été très riche en rencontres diverses, principalement sur les années 2012 à 2017. J'avais des choses à dire à ces jeunes, et réciproquement. La plus grande partie d'entre eux a compris ma démarche, amicale, non calculée et pas du tout intéressée. C'était le contraste de la rencontre des deux mondes totalement aux antipodes. Le correspondant de presse, l'auteur de livres qui livrait son monde, sa vision à une jeunesse venue de tous les horizons. S'ils ne sont jamais partis en masse au bout de quelques semaines, c'est parce que je suis restée à leur écoute, sans leur asséner une quelconque morale. Car à quoi bon prodiguer des conseils dont les parents pouvaient se charger? Que restait-il de tous ces moments passés ensemble? Quelques vidéos prises avec mon appareil photo, mais surtout un grand nombre de clichés rangés dans mes albums. Que de jolis portraits féminins et masculins qui se sont succédés autour de ma table. Certains jeunes étaient parfois les enfants de parents que je connaissais bien. D'autres sont venus pour découvrir ce fameux Pascal qui invite des jeunes chez lui. Je ne passerai pas sous silence les sales rumeurs propagées par certaines mauvaises langues. Des personnes mal intentionnées ont tenté de me salir, de me faire passer pour ce que je n'étais pas. Mais j'ai laissé courir tous ces sarcasmes, ces ragots, ces calomnies. Les êtres humains savent tellement se distinguer dans le domaine de la méchanceté gratuite et blessante. Il n'y a pas d'âge pour ça. L'important, ce sont les actes. Je suis toujours un amoureux du contact avec les autres, mais je suis réaliste. Les humains sont des êtres complexes, dont les réactions peuvent souvent nous surprendre et même nous désarçonner. J'ai toujours pensé qu'il fallait fréquenter des gens de tous les âges, et je m'estime privilégiée d'avoir pu créer des liens forts, parfois, avec une ribambelle de gamins. Mais à l'instar de la distance géographique, le temps qui passe est souvent l'ennemi de l'amitié. Le nombre de mes connaissances sont partis au fil du temps, faire leur vie de femmes et d'hommes professionnels ou sentimentales. Parmi tous ces jeunes, je peux en citer quelques-uns qui m'ont marqué. En 2013, grâce à Camille, une jeune amie que j'ai fait la connaissance d'Alban, née en 1996, ce brillant jeune homme s'intéressait à tout, et nous nous sommes tout de suite bien entendus. Grâce à des valeurs communes, notre amitié a perduré au fil des ans. Avec lui, il n'y avait jamais eu de couac ou de dispute.
Nos conversations nocturnes nous ont amenés à nous coucher parfois vers 4 heures du matin, mais nous nous embêtions pas du tout. Nos différences, nous les avons faites vivre intensément sans jamais nous lasser. Combien de soirées et de repas avons-nous au compteur tous les deux? Impossible d'être précis pour donner un bon chiffre. Tous ces instants de bonheur passés qui venaient égayer mon modeste de pièces. Alban venait souvent avec ses camarades, ce qui rendait les échanges encore plus sympathiques. Dans certains cas, j'ai également fait connaissance avec les parents de ces jeunes qui ont vite compris à qui ils avaient affaire. Je rappelle une anecdote émouvante. Un soir de Noël, j'étais seule chez moi. Je ne voulais pas me plaindre, mais je n'ai pas caché ma situation à ma chère Camille qui résidait à la campagne. En soirée, je l'ai vu débarquer avec son copain pour m'emmener chez ses parents qui ont mis un couvert de plus à leur table familiale. Ces gens très sympathiques en ont profité pour me convier à la messe de minuit célébrée dans l'église de leur village. Un moment de chaleur humaine appréciable. Merci encore à cette famille. D'ailleurs, je clame sans cesse qu'on ne peut jamais oublier des personnes qui vous ont invité un soir de fête familiale comme celle de Noël. On n'oublie pas non plus les gens qui viennent vous visiter quand vous êtes hospitalisé. Ce sont des êtres rares qu'il faut gratifier de cadeaux tout en leur accordant une amitié fidèle et durable. Parmi tous mes jeunes, je décerne une palme spéciale à Laura, qui a commencé à venir alors qu'elle avait 17 ans. C'est elle qui m'a diagnostiqué lors d'un déjeuner chez moi. Mon Pasque, je vois de quoi tu es atteint, le syndrome de Peter Pan. Comme elle avait raison. Ce syndrome, nommé aussi complexe de Peter Pan, était un terme utilisé pour désigner l'angoisse liée à l'idée de devenir adulte et de quitter définitivement l'enfance, et plus généralement pour caractériser un adulte émotionnellement immature, en référence au personnage de fiction de littérature jeunesse créé par l'écrivain écossais James Matthew Barrie. Je peux me considérer victime du syndrome de Peter Pan car d'abord je me reconnais entièrement dans la description de ce mal. En fait, grâce à mes jeunes, j'avais trouvé l'antidote pour ralentir le vieillissement de ma personne. Ils ont fait du bon boulot durant ces années-là. Leur visite pouvait être comparée à une potion magique qui revigorait mon cœur et mon esprit. Alors combien de jeunes sont venus participer à mon enrichissement personnel? Je ne peux pas le dire, parce que d'abord, je n'ai jamais cherché à les compter. Grégoire, qui fut l'un d'entre eux, m'a donné un jour le nombre élevé de 150. C'est probable. Je suis incapable de donner un chiffre exact. Tout ce que je sais, c'est que l'amitié intergénérationnelle constitue réellement un bon antidote pour maintenir le cœur en bonne santé. Pardon. Tout, pardon. Toutes ces relations m'ont apporté une grande dose de tolérance qui m'ont incité à découvrir d'autres musiques et d'autres lectures. Grâce à eux, je ne suis pas restée remplie sur l'acquis de mon existence, dans les domaines de la musique, du cinéma et de la littérature. J'ai réellement appris beaucoup de choses. Désolée, je vais arrêter là pour ce soir. Je vous remercie d'être venu, d'être passé. Je vous souhaite une agréable soirée, puis je vous retrouve très vite pour la suite.